Sandrine Tourette a une expérience longue de recherche en biologie, une expérience qui s'est développée à la fois en France et puis dans un très long stage postdoctoral dans ce qui est peut-être le meilleur centre de biologie sur le vieillissement, qui est le Buck Institute aux États-Unis. Et quand elle est revenue, elle a eu l'occasion d'enrichir ses connaissances vers des aspects plus proches de la clinique, puisqu'elle est devenue la responsable générale d'un DHU qu'on avait obtenu qui s'appelait Fast Fight Aging and Stress. Et elle a à ce moment-là acquis des connaissances sur les liens entre la recherche et la clinique. Et depuis, elle s'est engagée dans une société de biotechnologie qui essaye de lutter contre les maladies liées à l'âge, et en particulier contre la sarcopénie, qui est la fonte musculaire liée à l'âge. Et elle va vous montrer comment l'IA peut-être aider dans le développement et l'accélération des recherches en biologie appliquée à la médecine. Sandrine. Merci Jean, et merci de m'avoir invité à parler de l'intelligence artificielle pour la biologie. Alors ça va être beaucoup plus amont. Essayez de parler dans le micro. Pardon ? Comme ça, c'est mieux ? Oui, ok, pardon. Ça va être beaucoup plus amont que la table ronde très intéressante qu'on vient d'avoir. Je fais comment pour passer les slides ? Mais vous allez voir, il y a des composantes un peu similaires et puis un peu complémentaires aussi. Du coup, je suis obligée de vous dire que je suis employée de Biofitis, hein, donc il y a un gros conflit d'intérêts. L'intelligence artificielle dans la biologie et plus exactement dans la recherche pharmaceutique, on commence à voir les fruits de cette aide-là. Pour démarrer nos défis actuels dans l'industrie pharmaceutique, pour la découverte de nos nouveaux médicaments, c'est 3 aspects. Hein. Le temps, on en a pour 10 à 15 ans pour pouvoir sortir un médicament. Le coût, qui est assez énorme, hein, 2,6 milliards en moyenne aussi, pour sortir un médicament de l'idée jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Et un taux d'échec énorme, puisqu'il y a 90% de ces idées de molécules qui n'atteindront jamais le marché. Du coup, depuis de nombreuses années maintenant, on se dit que l'intelligence artificielle peut nous aider grâce à l'analyse des bases de données, qu'elles soient biologiques, génomiques, cliniques. Il y a énormément de data que le cerveau humain n'est plus capable, tellement il y en a, d'analyser. Donc l'intelligence artificielle peut nous aider dans ces choses-là avec de bons algorithmes pour identifier des nouvelles cibles thérapeutiques, pour proposer des molécules innovantes et beaucoup de nous aider aussi avec beaucoup de prédictions du comportement de ces molécules. Et il y a un autre aspect dont je ne parlerai pas trop, c'est plus sur le côté éthique et clinique, l'aide de l'intelligence artificielle pour les études cliniques. Il y a d'autres enjeux. Du coup, le gain de temps estimé, aujourd'hui, il est entre 20 et 40%, 2 à 5 ans, et l'association du budget, évidemment. Si on prend les résultats aujourd'hui, ou en 2024, 75 molécules découvertes grâce à l'intelligence artificielle sont aujourd'hui en phase clinique. Phase 1 pour le test chez les volontaires sains, phase 2 innocuité et efficacité de la molécule, et phase 3 pour l'efficacité à grande échelle. Et vous pouvez voir là que la grande majorité des molécules ont été aidées par l'AI pour la découverte de cibles, mais aussi pour les designs de petites molécules, d'anticorps, de vaccins ou du repositioning.
Donc les grands gagnants pour les aires thérapeutiques, c'est des médicaments qui ciblent l'oncologie surtout, hein, et derrière, on a toutes les aires thérapeutiques qui sont représentées. Où intervient l'intelligence artificielle? En fait, elle intervient absolument partout, des phases très très amont. Donc le tableau est tout petit, mais je vous l'ai agrandi. Donc les phases très très amont de la chimie, de la découverte de médicaments, au modèle in vivo et in vitro, que ce soit pour l'innocuité, mais aussi l'efficacité. Et ça va aussi jusqu'à la fin, c'est-à-dire les études cliniques. Comment nous aider à faire des études avec les bons critères d'évaluation, les bons critères de jugement de la drogue et le recrutement. Donc tout ça, ça nous intéresse beaucoup, nous, à Biophytis. Biophytis, c'est une société qui a quasiment 20 ans maintenant, dont la molécule phare est le bio-101, qu'on a développé dans la sarcopénie liée à l'âge, avec le programme SARA, où on a fait du coup la découverte du médicament, de sa cible, toutes les données de preuve de concept, que ce soit in vivo, in vitro, l'innocuité, l'efficacité. On a fait une phase 1 sur les sujets sains, on a fait une phase 2 sur des sujets sarcopéniques de plus de 65 ans. Et là, on se prépare à une phase 3 sur un peu plus de 900 participants. On l'a développé aussi dans d'autres thérapies, mais c'est pas le sujet du jour. Juste pour vous montrer, qu'est-ce que Bio-101 ? Bio-101, c'est une phytoédystéroïde. C'est un peu un gros mot, mais c'est un stéroïde produit par les plantes qui ne va pas cibler les récepteurs stéroïdiens chez l'homme, mais qui va plutôt activer le récepteur MAS. Je ne sais pas si j'ai un pointeur là. Non. Le récepteur MAS en bleu que vous voyez là fait partie du système rénine-angiotensine. Donc le système rénine-angiotensine, c'est deux bras armés. Il y en a un, c'est le bras classique, qui va promouvoir l'atrophie musculaire, et le bras protecteur, dont fait partie MAS, qui va stimuler la protéosynthèse. Et Bio-101 va faire comme le ligand endogène, l'angiotensine 1,7, il va activer MAS pour activer la protéosynthèse. Donc on a validé ces voies de signalisation, etc., très classiquement, à la paillasse, avec des cellules, avec des souris, et avec des études cliniques, comme je viens de vous l'indiquer. Et là, c'est le résultat plutôt joli de la vitesse de marche des seniors souffrant de sarcopénie, où on voit que le bras contrôle en gris détériore sa marche, tandis que la dose, à faible dose de Bio-101 la maintient. Et quand on leur donne du Bio-101 à forte dose pendant 6 mois, on voit que la vitesse de marche chez ces patients augmente. Donc on est plutôt très très content de ces résultats. C'est aussi pour ça qu'on veut confirmer ces résultats sur une échelle un peu plus grande. Mais on a cette molécule, encore une fois, qui est issue de la nature. C'est une molécule d'origine naturelle. On sait qu'elle active MAS, on sait qu'elle est jolie, mais parce qu'elle est de sa nature naturelle, on a des petits soucis sur son avenir post-marché. C'est lié au contrôle de la qualité et de la quantité de la ressource, la gestion des coûts de production, parce que c'est le nerf de la guerre, et l'augmentation de la production si ça arrive sur le marché alors que c'est une molécule issue de plantes, ça peut devenir très, très compliqué. On sait aussi que c'est une belle molécule, mais elle a ses défauts. Comme par exemple, elle est très peu biodisponible. Donc on est obligé d'en donner beaucoup pour en avoir très peu qui circulent. Et là, on se dit, mais est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas nous aider à créer des nouvelles générations d'activateurs du récepteur MAS? Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est un projet qui commence tout juste. Et on est super intéressé par ce que ça va donner. Le problème
donner ça à l'intelligence artificielle, c'est qu'on a quelques lacunes. On sait que le récepteur masse doit être activé, mais on sait très peu de choses sur les récepteurs masse, contrairement à d'autres récepteurs membranaires. Lui, on n'a pas de données structurelles et on n'a pas de données sur son mode d'activation. Donc la première étape qu'on va demander aux algorithmes, c'est de modéliser le récepteur grâce à des données similaires en allant puiser dans les bases de données. La deuxième étape, une fois qu'on a modélisé le récepteur, on connaît la bio-101, on sait exactement à quoi il ressemble, lui, on va pouvoir simuler des interactions ligand-récepteur et proposer des nouveaux ligands. Et la slide suivante va être à ce propos. Et une fois qu'on aura généré ces ligands, on va pouvoir les prioriser en fonction de nos intérêts pharmaceutique. On veut que ce soit absorbable, on veut que ce soit soluble, on veut que ce soit facile à synthétiser. Tout ce genre de données, de paramètres initiaux, on est capable de les mettre en données, en paramètres initiaux dans la machine. Et enfin, une fois qu'on aura priorisé tout ça, on pourra retourner au labo en chimie, en biologie cellulaire, en tests animaux. Donc si on essaye, la slide fait un petit peu peur, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir voir exactement ce que ça représente, l'intelligence artificielle pour générer de nouveaux ligands. En fait, il y a plusieurs techniques, mais si on suit de gauche à droite, on va utiliser les données existantes pour générer une structure du duo récepteur-ligand. On va monter un cahier des charges. Je veux que ce soit biodisponible, je veux que ce soit facile de synthétiser. Donc ça, c'est l'étape input. Le framework, c'est tout l'algorithme qui va être programmé en utilisant les 3 premières étapes. Et après, on va on va proposer des ligands avec une technique, plusieurs techniques, mais qui ont toutes le même point commun de créer du bruit en rajoutant, c'est comme si on rajoutait des atomes aux molécules du ligand connu, pour créer du bruit, pour ensuite, petit à petit, retirer ces atomes et vérifier qu'on garde la structure efficace pour activer le récepteur. Et comme ça, on va le faire mais des dizaines, des centaines, des milliers de fois pour générer au fur et à mesure des ligands, des candidats ligands qui vont avoir cette propriété de garder la structure et d'activer le récepteur, mais qui vont tout autour avoir une complète autre structure et qu'on va pouvoir après tester. Donc on va les tester avec in silico de la même manière. Est-ce que l'IA peut nous prédire que ça va être une bonne molécule, qu'elle ne va pas être chère, qu'elle va être soluble, qu'elle va être tolérée? Maintenant, il y a de la prédiction sur la tolérabilité d'une molécule en fonction de sa structure. Et après, passer à ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus, c'est aller à la paillasse, synthétiser la molécule et la tester. Donc, en gros, on est parti de bio-101, qui est maintenant en phase clinique. L'idée, la substance de bio-101, c'est vraiment d'activer masse. Est-ce qu'on peut faire mieux que bio-101 ? Grâce à l'intelligence artificielle et à la validation à toutes les étapes et de la confirmation à toutes les étapes, on pourrait apporter des meilleurs candidats médicaments que bio-101 qu'on pourrait mettre en clinique d'ici 3 ans, en fait, si tout se passe bien. Voilà. Donc on est très content de commencer ce projet. Et pour conclure, on n'est pas les seuls. Et est-ce que ça vaut le coup ? Je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'on peut déjà voir si l'intelligence artificielle qui propose des nouveaux médicaments, ça a une vraie réalité ? Est-ce que ça a un vrai intérêt ? Oui, on sait sur le petit nombre aujourd'hui, qui sont là, sur le petit nombre de molécules issues de l'IA, on sait qu'on a 80 à 90% de succès pour la première étape, les premières phases d'innocuité chez les sujets sains.
par rapport à 40 à 60% sur des approches un peu plus traditionnelles. Pour les phases 2, on est à peu près similaire, mais rien qu'avec la phase 1, on voit qu'on a doublé nos chances pour produire des candidats médicaments. On n'a pas de données sur les phases 3 encore, c'est pas encore public, mais ça va bientôt arriver. Pour conclure, les points forts, effectivement, on va améliorer les temps de développement, des coûts réduits. On va vraiment pouvoir prédire des choses qu'avant il fallait tester. Donc il y a une question de coût et de temps. On va pouvoir personnaliser aussi en fonction des discussions, des besoins spécifiques de chaque entreprise ou de chaque personne qui veut développer son médicament. Les points faibles. Ça n'a peut-être pas été discuté, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. On le retrouve dans les biais. C'est la qualité et la diversité des données disponibles. Ce qui est vrai pour une base de données chimique l'est encore plus pour des données cliniques. Est-ce qu'on peut s'assurer que les données disponibles sont représentatives et qu'il n'y a pas de biais là? Pour moi, c'est le point majeur de l'IA qui utilise des bases de données. Et la complexité biologique qui peut faire écho à l'humanité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des choses, le simple récepteur ligand, je vois. Si c'est plus compliqué, ça peut demander effectivement un peu plus de temps ou un petit peu plus de développement in silico. Donc les biais, j'en ai parlé, les données d'apprentissage. Si on a des sous-représentations de classe chimique, qui peut être, encore une fois, la même chose, de sous-représentation d'une ethnie ou d'un sexe dans une étude clinique qui va servir de training set pour l'IA, ça peut être hyper dangereux. L'algorithme, c'est fait par des humains quand même, un petit peu, hein, et on peut voir qu'il peut y avoir des biais aussi sur les profils chimiques, en fonction de ce qui est le plus connu. Donc ça peut limiter l'innovation en fait. Les risques, on en a parlé, éthiques, légaux, plus pour les parties aval, cliniques et après les données en vie réelle. Et on a parlé aussi de l'IMA, l'acte intelligence artificielle, qui est hyper important, surtout pour les dispositifs médicaux et surtout pour les données cliniques. Faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et l'IMA est là pour nous aider. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis donc avec Jean-Pierre Aquino pour la modération. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'était peut-être un peu complexe, mais est-ce que quelqu'un a des questions? Ah oui, si vous n'avez pas de micro. Oui, il faut parler dans les micros, merci. Ah. Bonjour, donc j'ai une question sur le terme de votre dernier slide qui était la transparence algorithmique. Je crois que c'était le terme qui était... Voilà. Oui. Transparence des décisions algorithmiques. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu pour quelqu'un qui n'est absolument pas de la partie, que je comprenne? C'est le fait que les algorithmes produisent un résultat, ou c'est le fait que la constitution des algorithmes interroge? On est à quel niveau de transparence? Oui, c'est plus dans la transparence de quelles sont les données de départ pour construire l'algorithme. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de biais, qu'on ne va pas favoriser une population, un sous-type ou quelque chose comme ça c'est surtout pour la clinique, hein, pour le développement clinique, pour les études cliniques. Est-ce qu'il faut prouver maintenant à l'IMA qu'on a pensé à tout et qu'on a évité tous les biais parce que s'il y a un tout petit biais sur une étude sur laquelle on s'appuie pour faire la même chose pour un autre médicament, on peut imaginer que c'est pas
pas forcément bien. Si on imagine maintenant qu'on va à l'échelle de l'intelligence artificielle, où là, il remonte des bases de données énormes, où il va y avoir le même biais partout, et bien en fait, l'étude est invalide, même si elle a l'air jolie, elle a l'air positive, on a manqué une grosse partie de la population, par exemple. Donc la transparence, c'est vraiment valider qu'on ait pensé à tout et qu'on n'a pas de biais sur les datas qu'on utilise. J'espère que j'ai répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Pierre? J'ai écouté avec intérêt votre présentation. Ce n'est pas, je dirais, mon quotidien, mais vous listez dans vos conclusions des points faibles et des biais. Comme tout va très vite, parfois trop vite, essayez de vous projeter dans 2 ans. Est-ce que vous estimez que tous ces points faibles et ces biais sont réglés? Alors, l'acte de l'IME fait partie de ces garde-fous. Je pense que non. Je pense qu'on risque d'avoir des surprises et c'est peut-être un des points qui fait qu'il va y avoir, si c'est mal fait au départ, parce que c'est quand même l'humain qui code, si c'est mal fait au départ, on risque d'avoir des surprises, peut-être pas à la phase 3, mais après, dans la vie réelle, quand toute la population générale va prendre des médicaments, on risque d'avoir des petites surprises, si c'est mal fait. Je pense que c'est un sujet qui est au cœur de tous ceux des préoccupations de tous ceux qui développent. Dans le secteur, il y a les petites sociétés, toutes petites sociétés spécialisées dans l'IA et les gros groupes pharmaceutiques. Je pense que c'est l'intérêt de personne de passer du temps finalement à développer une mauvaise solution thérapeutique. Donc j'espère que tout le monde en a conscience, mais c'est un sujet qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Ce qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce qui peut se jouer dans le futur avec l'IA, c'est qu'on veut, au lieu de faire des études comme maintenant, tu prends un médicament, je prends un placebo et on compare, on veut modéliser ça avec l'IA pour ne plus tester sur des humains. Ça serait l'intelligence artificielle. Et donc, il n'y aurait même plus d'études cliniques, quoi. C'est un peu ça, les études in silico, là. Et donc, il y a des gens qui voudraient proposer des études comme ça, où on fait une petite étude au début de preuve de concept, et après, on proposerait, sans même tester sur des patients, un médicament. Bon, heureusement, on n'en est pas encore là. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est un des risques potentiels, ou un bienfait, parce que du coup, on ne met pas 10 ans pour développer un médicament, on le développe très rapidement. Mais voilà, c'est une vraie question qui va se poser sur la recherche. Est-ce qu'on va là-dessus ou est-ce qu'on reste sur ce qu'on fait classiquement, des études cliniques chez l'humain? Peut-être que ça sera la meilleure solution, c'est de combiner les deux. Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas sûr que pour l'instant on soit prêt à passer à l'étape d'après, mais il y a des gens qui seraient prêts à passer d'emblée. On a fait la preuve de concept, ça devrait marcher, et on le modélise sur... Mais c'est plus des patients, quoi. Danger. Ok, merci beaucoup. C'était très intéressant. Super, merci.